the best R&B artist, or I want to be the best artist out, whatever. Like, I guess accolades come with it. And girls hate condoms too. Everybody hate condoms. Condoms are just terrible, dog. 150 000 $, c'est tout ce qu'a demandé le manager de Brent Faiyaz lors de sa rencontre avec les labels pour la signature du tout premier album du chanteur. Alors pour nous, ça peut paraître beaucoup, mais on peut raisonnablement se dire que pour de grosses structures qui engrangent des millions, voire des milliards de dollars, 150 000 $, c'est rien du tout. Elles auraient donc dû se dépêcher de signer, mais quelque chose va principalement les empêcher de le faire, à savoir la condition principale. C'était uniquement pour un album. Cet album-là est rien du tout. I always said it was never about the money. It was always about the terms. En gros, Brent Faiyaz et son manager proposaient au label un coup d'un soir, un petit bam bam boum, et c'est fini. Would you eat her out if you just met her? On the first night? Nah. Ils ne voulaient pas s'engager, ils ne voulaient pas de relation qu'ils estimaient pouvoir devenir toxiques. Même si c'est finalement sur cette base-là, sur ce filon-là, qu'il va devenir l'une des principales forces du R&B actuel, avec l'une des meilleures ventes R&B de l'année pour son album Westland en première semaine, et tout ça en restant en indépendant. La voix mielleuse de Brent sur ce titre de Goldlink, qui va quasiment marquer toute une génération, va être une sorte de première jouissance entre lui et son public. Et avant d'arriver justement à cette jouissance-là, il va y avoir les premiers rendez-vous. Et on est tous un peu gauche quand on a nos premiers rendez-vous, on ne sait pas trop comment se comporter. Et d'ailleurs, je ne sais pas si pour vous, le premier rendez-vous est marquant en fait. Est-ce que le premier rendez-vous pour vous, c'est déterminant? Si la personne se rate, vous ne la revoyez plus? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt souple, vous accordez 2 ou 3 rendez-vous avant de se faire un avis? Dites-le moi dans les commentaires en vous abonnant à la chaîne, en n'oubliant pas de liker, vous oubliez souvent de liker, et en n'oubliant pas aussi de partager et de me suivre sur Instagram pour d'autres contenus. Et dans tous les cas, il faut savoir que pour la réponse à cette question-là, dans le cas de Brent Faiyaz, qui est un petit garçon issu du Maryland aux États-Unis, en fait, si on devait se fier à son premier rendez-vous et uniquement à son premier rendez-vous avec le public, il aurait sans doute totalement disparu. Parce que la première fois que Brent Faiyaz se présente et commence à faire des interviews, nous sommes en 2013, et il se présente en tant que jeune rappeur SoundCloud, très inspiré par Drake et Ovi Sound, ce qu'il reconnaît dans ses premières interviews. Et pour lui, il est d'abord un rappeur inspiré par cette école-là. Il a de la presse, il sort même un hippie, et il se dit donc clairement que son premier rendez-vous ne s'est pas trop mal passé. Il faut continuer à pousser dans ce sens-là. Et c'est là que l'homme qui deviendra son manager va lui dire en écoutant tous ces titres que quand je vois tout ce qu'on fait, le mieux pour moi, c'est qu'on se concentre uniquement sur le chant. Le rap là, c'est plutôt pas mal, mais je pense vraiment que ta force, c'est le chant. Et là, Brent, au début, lui dit non, franchement, il commence à y avoir de la presse. Je pense que j'ai peut-être un peu séduit cette fille-là au premier rendez-vous. Et le manager lui dit non. Certes, il y a un petit truc qui se passe là-bas, mais si vraiment tu te mets à chanter, je pense que tu n'auras pas besoin d'attendre après les premiers rendez-vous, les textos et ce genre de choses. Tu vas totalement exploser et ta relation avec le public va directement passer à un autre stade. Et c'est donc là que Brent Faiyaz va complètement repenser son système. Il va devenir un chanteur, il va organiser son premier showcase, et dans ce showcase il y avait d'ailleurs l'homme à la fuite du hip-hop, à savoir Andre 2000, qui va passer là et qui va le confirmer dans cette idée en lui disant franchement, en tant que chanteur, tu es exceptionnel, il faut absolument que tu persévères dans ça. Dans cette période de transition, il va expliquer qu'il a toujours chanté, qu'il l'a fait très jeune parce qu'il était inspiré par Lauryn Hill et qu'il n'a accessoirement jamais vraiment aimé le fait d'aller à l'école. Et donc après le premier rendez-vous, c'est l'évolution du personnage qui se montre sous un nouveau jour, qui vous montre d'autres facettes de sa personnalité, et vous êtes encore plus séduite ou encore plus séduite avec les petits vocals là, cette voix très douce et pas cristalline qui peut rappeler à certains moments Donald Jones. La transition étant assumée, la tchatch plus ou moins pour conclure avec le public étant enclenchée, il fallait trouver le son élément fondamental pour pouvoir faire ce lien. Et il va garder toute l'influence de OVO et de Noah Shebib avec les productions très froides, déstructurées, qu'on retrouvait par exemple chez Drake sur des titres comme Trust Issues. Et on va retrouver aussi toute l'influence de R&B dark qu'on avait dans les premiers hippies de The Weeknd qui vont donner la fameuse trilogie, et ça s'entendait parfaitement sur son premier single, Allure.
C'est le concept des anti-love songs ou alors qu'on pourrait appeler des chansons de contre-amour. D'habitude, quand vous voulez écouter des chansons de R&B sur les 2-3 dernières générations, ce sont principalement des chansons d'amour. On va chanter la rupture sentimentale, la relation glorieuse ou alors le manque amoureux. Et c'est plutôt un acquis de savoir qu'on revient souvent sur ces thèmes-là dans les chansons de R&B. Bien sûr aussi, on a toujours parlé de sexe dans le R&B. Par exemple, Sexual Healing de Marvin Gaye, c'est une chanson, on n'a pas besoin de faire un dessin qui parle de tic-tac boum boum. Mais malgré tout, dans la manière dont elle est structurée et dans les paroles, elle s'inscrit dans un schéma sentimental. Le paradoxe ici chez Brent Faiyaz et chez plein d'autres chanteurs de sa génération, c'est que le fait d'avoir ces instrus très froides, très déstructurés, qui sont totalement souvent en opposition avec la voix toute douce, toute mielleuse, toute frêle même du chanteur, qui raconte et qui détaille des propos extrêmement crus, basés quasiment uniquement sur la relation sexuelle avec la personne ou alors avec plusieurs personnes, nous plonge dans une sorte d'immersion qui s'éloigne totalement du schéma sentimental habituel du R&B. Et d'ailleurs, dans ce premier single-là, il décrit une relation avec une fille avec laquelle il n'a aucun attachement. Lui, il vient juste pour pouvoir faire son petit quickie, il smash et il part. Oh my God! Et le tout est subtilement romantisé sans l'être, parce qu'en réalité, il n'y a pas de chaleur, c'est très froid. Girl, you be getting right though. Et tout le long de son premier hippie, on se retrouve dans cet univers souvent un peu plus soul comme sur la chanson Poison, où il se décrit lui-même et sa relation au sexe comme étant une sorte de poison. I feel like there's no such thing as a relationship with condoms. There's one that won't last. Gotta go raw. C'est bien produit, c'est bien ficelé et comme les gens aiment les bad boys et les bad girls, après le premier rendez-vous, cette manière de faire la tchatch de façon très directe, de façon très claire, vous plaît et plaît à pas mal de gens qui s'intéressent de plus en plus à lui. Et dans cette même période, vu que nous sommes en 2016, il va rencontrer Goldlink, ils vont vibrer en studio et ils vont ficeler ce qui va devenir Crew, qui est un titre très intéressant parce que comme Goldlink le dit lui-même, mais vous l'entendez à l'écoute, c'est une sorte de party record qui va prendre sur le long terme, mais surtout chacun des participants dont Brent a un couplet qui leur correspond totalement musicalement. C'est pas un titre hybride juste pour être hybride, non. Brent dans son couplet parle des gold diggers, des filles qui n'ont rien fait pour lui et qui sont juste là autour de lui pour la célébrité et qui finalement, quand il fait le bilan, ne sont pas de vraies relations pour lui, elles sont juste de simples fans. Et la manière dont il joue avec le beat, avec sa petite voix fluette là, mais avec aussi son petit groove, va complètement séduire le public à mesure que la chanson va devenir un hit. Et donc finalement la première conclusion, la première jouissance après toutes ces années de tchatch, de drague, de transition avec son public, il a son tchac tchac boum boum. Après le succès de Crew, naturellement, plusieurs labels trouvent Brent Faiyaz de plus en plus intéressant, donc ils veulent le signer. De son côté, il continue à travailler son son et justement, il va rencontrer deux producteurs, DPH et Etsu, avec lesquels ils vont former le groupe Thunder. Et ce groupe-là va être une sorte de suite, tout en étant en opposition avec le premier personnage de Brent Faiyaz. C'est-à-dire que les premiers projets de Thunders vont plus ou moins faire une jointure avec ce qu'il faisait et un son beaucoup plus R&B de l'époque, beaucoup plus soul, beaucoup plus love, beaucoup plus ancré dans les années 2000 et les années 90 qui détonnait donc avec le premier personnage qu'il avait adopté sur ses hippies. Quand on écoute par exemple leur premier hippie Village, il y a énormément de références justement au R&B des années 2000. Par exemple là ils ont fait un clin d'œil au Tony Tony Tony. Et là, par exemple, je sais que vous êtes très bons. Je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Je vais lire ceux qui auront écrit en premier. Oui, on retrouve Anybody de Brandy. Et c'est ça qui était très intéressant dans le fameux projet de Thunder, c'est-à-dire qu'il s'était un peu déconnecté de son premier personnage très sexuel pour se livrer un peu plus parce que leur EP Into aborde plusieurs thèmes, la dépression, la fin des relations, le fait de sentir que quand on veut réaliser ses rêves, pour les autres on donne parfois l'impression qu'on veut vivre à 100 à l'heure ou qu'on veut aller trop vite, ce qu'il exprime d'ailleurs sur la chanson Too Fast qui était le premier single.
Ils vont avoir une bonne presse, mais pas de vente. Après la petite conclusion qu'il y avait eu sur Crew, ça n'arrive pas encore à pêcher, surtout qu'il est un artiste indépendant. Et justement, son manager commence à faire toutes les campagnes avec chaque label pour essayer de savoir comment on va signer Brent Faiyaz. Justement, L.A. Reid l'appelle et L.A. Reid lui dit bien sûr, j'adore Brent, c'est l'un des meilleurs artistes R&B que j'ai jamais entendu de ma vie. Il faut absolument que ce soit moi qui le signe. Et le manager est plutôt content, il se dit c'est L.A. Reid, forcément on va faire de grandes choses avec lui. Et L.A. Reid lui dit, on va lui proposer un contrat de ouf. Nous on vous propose 16%. C'est-à-dire que sur le contrat que vous allez avoir avec nous, chaque fois que vous allez vendre un album, vous allez avoir 16% des revenus. C'est génial, la plupart des artistes commencent à 8 voire 10%. Qu'est-ce que vous en dites? Nous on aime Brent. Et là le manager va leur dire, comment est-ce que nous on va gagner 18% de quelque chose qu'on fait quasiment à 100%? L'album est quasiment déjà terminé, il est en train de le finir avec les gars de Sanders. Comment est-ce que on va vous donner tout ça et on va gagner que 16%? Montez un peu plus. Et ils vont frapper à la porte de plusieurs labels qui se battaient tous pour l'avoir. Et le maximum que chaque label pouvait faire, c'était 18%. On ne peut pas aller plus haut. And I'm thinking to myself, I'm like, 18% out of 100? Et là, le manager se dit, c'est bizarre. Comment les autres artistes supportent ce genre de deal? Et comment je peux m'en sortir? Parce que je les ai tous fait venir en studio. Ils ont écouté l'album qu'on a voulu, plus love, plus poli. C'est vraiment un bon truc. Mais comment est-ce que je peux faire en sorte de gagner en travaillant avec eux? Et c'est là qu'il va avoir une idée peu commune, mais assez maligne. Il va dire au label, bon ok, nous on est pauvres, on n'a pas grand chose. Si vous nous donnez 150 000 $, vous payez l'album, on vous le donne et vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez faire la promo, mais on va simplement faire un album avec vous. Donc c'est pas grand chose, 150 000 $ pour nous et un seul album, et après vous avez quasiment tous les droits et on garde nos petits 18%. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ils vont appeler L.A. Reid, L.A. Reid va leur dire, tu disais que Brent Faiyaz c'était cool là pour vous faire plaisir, hein? Moi j'ai signé Chelsea, au revoir. Ils vont appeler Interscope qui étaient les plus motivés, eux aussi vont finir par raccrocher pour une raison simple. Le manager leur tendait un piège. S'ils signaient Brent Faiyaz pour un seul album, ils faisaient une promo et que l'album cartonnait. L'album d'après, c'était le manager et Brent Faiyaz qui allaient continuer à profiter de cette célébrité-là. Et donc, de fait, eux, n'étaient pas sûrs d'être rentrés dans leurs revenus, même si l'album marchait. Et surtout, sur le long terme, ils n'allaient rien bénéficier de ce qu'ils avaient construit. Mais pire, s'ils avaient donné 150 000 $ et que l'album flop, là, c'est vraiment la catastrophe pour eux. Parce qu'ils se seraient dit, non seulement on a perdu 150 000 $, mais encore ça, ils s'en foutent. Mais surtout, pour un album d'un seul projet qui n'a pas marché. Donc, en fait, aucun label ne voulait s'engager sur le fait de se dire, on va le signer pour un album sans aucune assurance sur le long terme. Eux, ils préfèrent les relations sur 3 à 7 albums parce que là, ils ont le temps de grassement rentrer dans leurs revenus, ce que ne leur permettait pas Brent Faiyaz et son manager. Et bizarrement, dans ce bras de fer, Brent et son manager vont tenir la distance, ils vont fermer la porte des labels et adopter une stratégie assez inédite pour des artistes R&B de cet acabit-là. What are you doing getting 82% of my music? You know what I mean? Like, that stuff just don't make no sense. Hormis une nomination au Grammy, il n'y avait absolument rien sur la table. Du coup, ils vont se cotiser eux-mêmes 30 000 $ avec les quelques shows que Brent Faiyaz venait de faire pour finaliser l'album qui va sortir sur leur propre structure, à savoir Lost Kid. Et c'est très intéressant cet album parce qu'il s'appelle Sanders Son, le fils de Sander. Et en fait, pour moi, ça va au-delà d'un simple titre. C'est véritablement le fils au niveau du son du premier projet Into qu'il avait fait avec les 2 producteurs. À savoir que là, on retournait véritablement dans un R&B beaucoup plus scolaire, beaucoup plus structuré sur certains titres où il raconte d'ailleurs son enfance. On peut penser à D'Angelo. Talk to You sonne comme une rencontre entre Craig David et Donell Jones. Et en fait, Sanderson, pour moi, c'est peut-être l'album de Christopher, à savoir son vrai prénom. C'est un album beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus introspectif parce qu'il parle beaucoup de lui, beaucoup plus aussi sentimental, mais il ne dit pas des I love you et ce genre de choses. Rien que dans la manière dont les chœurs sont faits, dans la manière dont l'album est construit, on voit que c'est un projet qui s'inscrit beaucoup plus dans un R&B traditionnel, même quand il parle de sexe. Et j'ai toujours pensé que c'était parce qu'ils avaient espéré vendre cet album-là au major et toucher un grand nombre de personnes en faisant ça. Sauf qu'effectivement, comme le deal ne se fait pas avec les majors et qu'il n'a pas énormément de promos, l'album va avoir une très jolie presse. Mais là encore, c'est de la chat qui ne va pas véritablement conclure pour lui et son manager qui vont pourtant avoir
une idée extrêmement solide. Ils vont regarder plein de vidéos de Master P. Ils vont essayer de comprendre comment Master P a fait pour percer dans le game en indépendant à l'époque. Et ils vont essayer d'appliquer ça à l'industrie du streaming. En commençant par le fait de devoir se payer tout de suite. Il faut payer les factures, comment on fait? Et là, c'est simple. Ils vont aller sur Spotify, regarder les villes où sont les plus écoutées, organiser les concerts effectivement dans ces villes-là, prendre le maximum d'argent pour essayer de réinvestir sur les projets à venir. I'm looking at my Spotify and my SoundCloud analytics, like the top 50 markets. So I'm doing ads based on those top 50 markets. Maintenant, Brent et son équipe vont devoir répondre à une question très intéressante. Quand en 2018, tu es un artiste R&B qui a un public de niche parce que Sanderson est un très bel album, mais il ne lui permet pas d'agrandir son public sur cette thématique beaucoup plus love et ressenti, peut-être old school dans l'idée. Comment tu peux faire sans major pour exister à partir de ce moment-là? Et c'est là qu'ils vont repenser leur modèle, mais surtout reprendre les bases de la formule qui avait fait transitionner Brent du rap au chant en 2015, dans cette ère où le hip-hop a largement pris le pas sur le R&B. Et au début, on reprochait à celui qui reste quand même l'une des influences majeures, quoi qu'on puisse dire, qu'on puisse l'aimer, ne pas l'aimer, Drake est clairement une des inspirations majeures, une des structures même du son de cette génération. En fait, on a beaucoup reproché à Drake au début d'être un rappeur qui chantait comme un chanteur, ou alors qui s'exprimait comme un chanteur, ou qui confiait ses peines comme un chanteur. Après, lui-même dans son format a réussi à intégrer l'espèce de chanteur qui n'est plus un lover, mais qui est plutôt détaché dans ses relations avec la gente féminine. Et c'est exactement ce segment-là qui va être repris par Brent, à savoir qu'il va revenir sur des instrus assez sombres pour pouvoir raconter ses relations plutôt détachées ou alors complexes avec la gente féminine. Et c'est toujours ce parallèle-là qui va intéresser. C'est bien produit, c'est bien chanté. Et dans cet univers un peu allaitant, entendre un mec avec sa voix toute douce raconter des trucs parfois trash avec les meufs va faire mouche. Et c'est d'ailleurs sur ça que va s'expliquer le premier gros succès de Brent Faiyaz qui va venir de TikTok. C'est sur la chanson Trust, où il raconte comment, quoi qu'il fasse, quoi qu'il puisse se passer dans la relation, il veut que la meuf reste 10 pieds derrière lui, qu'elle le soutienne jusqu'au bout, quoi que ça puisse lui coûter à elle, parce qu'elle lui a dit qu'elle lui faisait confiance. Donc il veut absolument que cette confiance soit dans un sens aveugle, et il raconte justement ce qui se passe quand les deux se retrouvent, parce que c'est absolument formidable, la manière dont elle crée son nom et ce genre de choses. Et c'est justement ce passage là où il décrit leur petit tchak tchak boum boum qui va exploser sur TikTok. En fait, le génie se trouve là. Son personnage mainstream, où il voulait être un peu plus policé, n'a pas marché et il n'a pas réussi à avoir cette relation avec les labels. Il se retrouve donc là avec les algorithmes, il regarde ce qui se passe, ce qui marche bien sur les réseaux sociaux et finalement donc il repart à son personnage de base et il va l'accentuer au maximum. C'est un gars qu'on voit peu, qui a une belle voix, qui est reconnu pour son petit talent, mais il n'existe quasiment que par sa musique, que par sa façon de s'exprimer, et c'est exactement ce qu'il va continuer à accentuer de façon pour moi même cinématographique. C'est-à-dire que plus il va raconter ces histoires de sexe totalement désabusé, d'addiction, plus il va y ajouter des détails qui vont devenir de plus en plus curieux pour les gens. C'est-à-dire que quand il revient à partir de 2019 avec l'EP qui va s'appeler Fuck the World, les chansons commencent de plus en plus à être détaillées. On a des lieux où ça se passe. Dans la chanson Fuck the World, il se décrit comme étant une espèce de truc tendu sur pattes. Du coup, il rentre plus ou moins partout, c'est ouvert, et en même temps, comme il est désabusé, cette espèce de réaction sur pattes qu'il est, c'est une manière d'emmerder, d'engueuler le monde. C'est-à-dire qu'on voit un personnage totalement à l'extrême du mainstream qui va attirer les gens. Il continue à décrire ses relations totalement dysfonctionnelles dans la même chanson Fuck the World. Il dit en gros à la meuf que ce n'est pas parce que j'ai rentré mon biberon en toi que je t'ai fait confiance, et ne me suis pas tant que je t'ai pas demandé de le faire. Quelle indignité. Il y a un côté totalement autoritaire, chelou, qui intéresse, et comme c'est bien produit, comme c'est bien fait, ça buzz et ça plaît. Dans Rehab, qui se passe d'ailleurs à Paris et qui va exploser pendant le confinement, on est dans une relation avec une femme droguée, totalement accro au sexe, et qui du coup est sa drogue à lui. Dans Cloud, extrait du même EP Fuck the World, il explique que toutes les SALOPE avec lesquelles il a des relations savent qu'à un moment ou à un autre il va partir, et qu'il n'a pas besoin de raison ou autre, qu'il n'a pas besoin qu'on le retienne. Lui il part et puis c'est tout.
Et là, vous allez certainement me dire, mais Stevie, pourquoi tu parles autant des textes de Brent Faiyaz? Il n'est pas le premier ni le dernier chanteur à parler de sexe. Et on est totalement d'accord, je l'ai dit tout à l'heure. Le point précis, c'est que par contre, chez lui, vous ne pouvez absolument pas décorréler les deux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'univers qu'il a créé et qui, plus on avance, n'est plus simplement sexuel. On est totalement dans une industrie du mec qui, plus ou moins, ne s'attache pas aux meufs. Il est simplement là pour pouvoir leur donner du biberon quand elles en veulent. Elles n'ont pas à se plaindre. Elles doivent être loyales. Cette espèce de truc qui est d'abord très gangsta et auquel on rajoute maintenant le fait que sa voix est toute fluide, toute douce. Ça crée une contradiction par rapport à ce qu'on a l'impression d'écouter. Et maintenant, le point final qui fait que plus ou moins c'est labellisé toxique, c'est qu'il assume ça du début à la fin. Et la meuf n'a pas le droit de se plaindre parce que plus ou moins dès le départ, elle savait que ça se passerait comme ça. C'est d'ailleurs sur ça que s'est fait le buzz en 2020 de sa chanson Dead Man Walking, parce que sur ce titre-là, il raconte le fait que pour lui, il est un mort-vivant. Il vit la vie à pleine vitesse et la meuf qui est là, qui va être partenaire, doit être prête à le savoir parce que c'est assez risque et péril. Cette chanson-là aussi va cartonner sur TikTok et l'intérêt de sa stratégie, c'est qu'elle va lui permettre d'avoir des gens qui n'écoutent pas traditionnellement du R&B, qui aiment pas du tout le R&B super sucré là, bah ils vont tomber sur lui, cette espèce de gars qui rappe, chante des trucs qui leur correspondent plutôt, bah ils vont kiffer. Il va aussi avoir certains fans de R&B qui sont plus ou moins ouverts à cette mouvance là, qui vont le rattraper. Et il va aussi y avoir plein de gens qui, pour moi, dans cette ère des réseaux sociaux, débattent plus ou moins de ce genre de sujet, à savoir des femmes comme des hommes fans de ces coachs de vie là, Andrew Tate, Kevin Samuel, tous ces gens qui sont de plus en plus populaires parce qu'ils apprennent la vie et les relations sentimentales d'une certaine façon aux hommes et aux femmes. Bah en fait, curieusement, dans les textes de Brent Faiyaz, on retrouve totalement plusieurs de leurs idéologies et c'est bizarre que ça se soit superposé sur internet à la même période parce que ça lui a permis de recueillir ce public de niche qui dépasse totalement la sphère R&B et le spectre des labels. Et l'album qu'il vient de sortir, qui s'appelle donc Wasteland, c'est comme une sorte d'apologie de tout ça parce qu'en réalité, c'est un espèce de film toxique. C'est son Trap in the Closet. What purpose do your vices serve in your life? Quel est le but des vices dans vos vies? C'est la question que pose Jorja Smith lors de leur dispute sur la chanson du vilain qui introduit cet album. Alors je trouvais qu'il y avait souvent un truc de Martin Scorsese sur certains titres de Fuck the World, et je suis tout à fait sérieux dans la manière dont c'est détaillé. Et je trouve qu'ici on est dans un univers un peu shakespearien, c'est-à-dire que c'est grandiloquent et c'est vraiment le royaume de la toxicité, et peut-être que ça peut paraître chelou de dire ça ou alors négatif, mais en tout cas c'est le royaume des situations cheloues totalement structuré pour être le royaume des situations cheloues en fait. C'est pour ça qu'en gros ça s'appelle la terre abandonnée. On n'y fait plus ou moins pas grand chose autre que de raconter comment c'est difficile d'être fidèle quand on est célèbre comme sur la chanson Gravity. Comment on assume d'être un égomaniaque et d'être quelqu'un qui pourrait facilement te faire perdre ton temps. Comme sur le duo avec Drake produit par les Neptunes, qui d'ailleurs pour le coup nous ramène à un univers très années 2000. Et tout l'album c'est presque une autoroute de ça où on évite soigneusement le R&B love, on préfère même toucher à la pop, voire à des similitudes de pop rock sur certains titres comme Bad Luck, mais jamais on ne tombe dans la guimauve et on est toujours dans cet univers du personnage totalement désabusé sur 18 chansons jusqu'à ce fameux skit, la piste 18, où là il se retrouve face à ses propres erreurs, face aux résultats de ses actes. Sa baby mama enceinte l'appelle ulcérée par tout ce qu'il lui a fait subir, menaçant de se suicider. Lui, pour pouvoir l'empêcher d'agir, prend sa voiture pour aller chez elle. Il va en pleine vitesse et il va faire un accident. Et à la fin de ce skit-là, qui donc est l'avant-dernière chanson de l'album, on ne sait pas si lui il est vivant ou si elle n'est pas vivante, mais la chanson d'après est une production de Raphaël Saadiq qui s'appelle donc Angel.
Et l'album commençant par le thème du vilain et se terminant par cette chanson-là, Ange, ça lui laisse une porte de sortie. Je ne sais pas si c'est Ange parce que le vilain du début là devient un ange et se range après son accident de voiture. Ou alors après cette chanson-là 18, il meurt et donc il paie les conséquences de ses actes, à savoir l'addiction aux drogues, au sexe, à la célébrité et à tout ce qui constitue l'univers de cet album-là, qui donc est pour moi un joli album, très bien pensé. Je l'aurais peut-être un peu réduit en termes de nombre de chansons, mais la manière dont il aborde les différents thèmes et dont il structure sa voix et dont il a su se sortir de son union avec les Sounders pour rencontrer différents producteurs et réussir à garder malgré tout une unité sonore est pour moi à saluer. Même si je pense, et là je sais que ces fans vont me tomber dessus, qu'en grande partie c'est de la musique pensée avec algorithme. C'est-à-dire que musicalement, c'est un de mes albums de l'été. Idéologiquement, c'est trop de too much en fait. C'est-à-dire que même les plus gros rappeurs ont des moments où ils sont un peu plus tendres, un peu plus lisses, un peu plus humains, un peu plus simples. Dans leur projet, ils racontent des relations plus ou moins compliquées avec la gente féminine. Là, c'est une espèce de pièce de Shakespeare, du gars toxique, en veux-tu, en voilà. Et je rappelle que la première fois que j'ai écouté, quand Georgia Smith dit à la fin de son truc là que quel est le but de vos vices dans cette vie? Franchement, c'est bon quoi. Personne ne se pose ce genre de questions. Mais je pense que le personnage est beaucoup plus malin et a beaucoup plus de recul sur ce qu'il vend, contrairement à ce que les gens croient. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement cette espèce de vaporisateur sur pattes de poisson rouge, comme il semble vouloir le dire. Non, il est beaucoup plus que ça. Mais il a compris que dans l'ère dans laquelle nous sommes, beaucoup, et justement ce sera ça l'objet d'une prochaine vidéo, beaucoup sont très attachés à ces thèmes extrêmement toxiques des relations sentimentales qui avant étaient dominés par l'amour et qui sont désormais dominés par ces instants un peu twisted. Dire je t'aime est vu comme une extrême faiblesse et dire je vais te jeter mon yaourt dessus et le lendemain à 5h du matin je partirai avec mes potes comme de vrai et on se droguera devant leur palier en regardant un film de l'année 70. Ça c'est sexy, ça c'est la vraie vie et je pense que ce gars-là a eu l'intelligence de le comprendre et de s'en servir non seulement pour se stabiliser une carrière et une audience musicale en dehors du schéma habituel, mais en plus pour pouvoir faire un doigt d'honneur au major parce que là effectivement il est un des seuls artistes de l'industrie actuelle à pouvoir vendre autant sans passer par aucune major et sans avoir beaucoup de passages radio parce qu'il n'a strictement aucun tube mainstream. J'ai longtemps pensé que le duo avec Drake aurait pu devenir un tube radio, mais même cette chanson n'est pas passée. Has that ever happened where a girl was blowing your phone up and you didn't tell her the truth? Nah, that's fictional. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur Brent Faiyaz. Dites-moi ce que vous pensez de lui, de sa carrière, du schéma que je vous ai montré. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une révolution dans le genre? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un hyper génie? Est-ce que pour vous, c'est pas assez abouti? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous l'écoutez pas? Moi, j'aime beaucoup l'album Wasteland. J'en retirerai 4 ou 5 chansons et je vais certainement vous mettre en lien mes titres préférés, mes 5 titres préférés. Mais j'aime bien l'album, même si je préfère clairement largement Sanderson. Mais ça, encore une fois, c'est question d'éducation et de vision musicale. Que pensez-vous aussi du fait que son manager et lui aient décidé de ne pas aller en major, mais de se débrouiller en indépendant? Et je tiens à dire que ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire parce qu'il y a plein de choses. Il faut avoir un mental de dingue. Plein de gens se diront, mais est-ce que je vais pouvoir avoir un tube de moi-même? Et le schéma qu'il a établi est aussi extrêmement facile. Il fallait y penser, il fallait aussi avoir la personnalité pour le réussir. Parce que c'est aussi le fait que c'est quelqu'un qui n'est pas très mis en avant, qu'on voit rarement, qui colle avec cette personnalité un peu ambivalente et un peu dilettante, qui plaît à son public, qui est un public de niche. Plein d'artistes n'ont pas forcément cette personnalité-là et n'auraient pas forcément pu tenir ce marathon ou alors ce bras de fer avec les majors et en sortir gagnant comme il en sort aujourd'hui. Que pensez-vous de ces décisions de leur part et globalement donc du fameux R&B toxique en fait? Est-ce que vous ne faites pas attention aux paroles dont vous vous en foutez? Est-ce que vous adorez comme plein de filles et plein d'hommes aussi adorent parce que c'est ça qui fait le plus de stream en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt old school? Vous préférez quand on vous parle d'amour et ce genre de choses? Dites-moi tout dans les commentaires, quelle est votre chanson préférée de lui? Et pour finir, c'est bien en chanson, hein, ce genre de petits trucs, c'est toxique, blablabla, c'est cool sur Twitter. Mais je tiens quand même à vous dire, pour les personnes qui sont dans ce genre de trucs, que vous pouvez partir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre père ou votre mère restait là dans sa relation toxique avec votre père ou avec votre mère pendant 20 ans que vous ne pouvez pas partir. Donc dans la vraie vie, c'est quand même relou à vivre. Donc n'hésitez pas à partir de ce genre de choses. Si vous faut écouter Joe ou Brian McKnight pour le faire, je peux vous fournir des playlists. Mais au-delà du truc fancy et ce genre de choses, le temps à perdre avec les gens qui se posent la question le matin quand ils se réveillent, quel est le but des vices dans leur vie? Je pense quand même que voilà, vous pouvez vous en libérer. Et je souhaite d'ailleurs que vous en libériez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner tous vos avis. Et on se retrouve très vite.